Merci beaucoup Olivier. Merci à tous d'être ici. Donc il y a effectivement plusieurs messages que je souhaitais passer ce soir. Le premier, peut-être faire un rappel sur cette fameuse réglementation. On a deux décrets, 2022 1689 et 1690, qui sont parus effectivement fin décembre 2022, qui prévoient un renforcement de la réglementation à partir de 2024. Donc sont concernées toutes les crèches, écoles maternelles, écoles primaires, collèges, lycées. On attend un décret d'ailleurs qui devra inclure également notamment les EHPAD et les établissements pénitentiaires pour mineurs qu'on attend, qui devait être publié. Cette réglementation prévoit du coup de réaliser dans chacun de ces établissements une évaluation des moyens d'aération qui est annuelle, qui consiste effectivement, comme on l'a vu, à vérifier le bon fonctionnement des fenêtres, des bouches et grilles d'aération, du système de ventilation, et également désormais à réaliser une mesure, comme on l'a dit, de 2 heures du CO2 dans un certain nombre de pièces en fonction de la taille de l'établissement, en période de chauffe et en occupation normale, pour regarder le confinement, le niveau de confinement et de renouvellement d'air. Un point important, la seule mesure du CO2 ne permet pas de parler de qualité de l'air. Il faut inclure d'autres polluants, les particules fines, certains gaz dont on a parlé, le formaldéhyde notamment et d'autres. Tous les 4 ans, les exploitants propriétaires d'établissements doivent également réaliser ce fameux autodiagnostic qui n'est pas complètement facile, puisqu'il s'agit en effet d'interroger différentes parties prenantes de l'établissement. Du coup, identifier les bonnes pratiques, effectivement les matériaux de construction, les mobiliers et émetteurs de polluants. Donc du coup, on va interroger les services d'entretien, les services techniques. Il faut également interroger tous les occupants de la totalité des pièces. Donc ça va faire à peu près, puisque via Pando 2, on est impliqué sur ce projet avec la région Île-de-France, à peu près 9400 pièces au bas mot à regarder, dans lesquelles effectuer des mesures du CO2, et au moins 4 fois ça, à minimum, dans lesquels on va devoir interroger les enseignants, qui ne dépendent pas en plus de la région, ce qui fait une petite problématique supplémentaire. Par ailleurs, une mesure réglementaire du CO2, formaldéhyde et benzène, doit être réalisée à partir du moment où on va faire des travaux et en fonction de la magnitude des travaux. Et enfin, un plan d'action, clé de voûte du dispositif, doit être réalisé à chaque fois qu'on va effectuer l'une de ces 3 tâches, et un affichage réglementaire doit être mis à disposition des parties prenantes à l'entrée de l'établissement. Donc c'est un renforcement considérable de la réglementation qui va plutôt dans le bon sens, puisqu'on en parle tous. La première étape pour améliorer le renouvellement d'air ou la qualité de l'air, c'est quand même la sensibilisation. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ou ne sont pas très familiers avec ces problématiques. Donc ça va dans le bon sens. On a mis plus de 1500 établissements en conformité depuis un petit peu plus d'1 an. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la majorité des collectivités territoriales n'ont pas ou peu conscience de ce dispositif. La deuxième étape, ensuite, c'est effectivement de se dire qu'on va le faire et investir pour se mettre en conformité. Donc je salue effectivement la région Île-de-France, puisque c'est le plus gros marché relatif à la réglementation qui a été passé et effectué, puisque très grande région et 470 lycées. Plusieurs moyens, pour parler très pratique, de se mettre en conformité. On peut faire le choix d'externaliser à des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, qui ont l'habitude de le faire. Le deuxième choix, c'est de l'internaliser, de le faire réaliser par les services techniques, les équipes techniques. Et après, il peut y avoir des solutions hybrides, ce qu'on voit de plus en plus, avec la première année, les premières années, une formation, un accompagnement, et aller vers de l'autonomie et de la réalisation interne. Des moyens numériques forcément permettent de faciliter un petit peu cette mise en conformité et de gérer toutes ces données qui sont obtenues. Voilà. Donc du coup, en un mot assez complexe et compliqué, c'est très souvent vu comme une contrainte forte, lourde, du point de vue organisationnel, chronophage, et également du point de vue financier. Et effectivement, c'est là que c'est intéressant. Ce qu'on promeut, c'est de tourner cette contrainte en opportunité et en avantage,
Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Les bâtiments, aujourd'hui, au niveau européen, représentent 40% des consommations énergétiques. Et donc, du coup, cette incitation supplémentaire à déployer des capteurs dans ces établissements, où en plus, on a des mineurs qui sont les plus sujets aux infections respiratoires, notamment, et puis les plus sensibles également, permettent d'intégrer de la mesure de la température, de l'humidité relative, en plus du CO2 à minima ou d'autres paramètres qui permettraient de qualifier la qualité de l'air. Et donc, sur la base de ces mesures, on va pouvoir évaluer dans quelle mesure le chauffage, par exemple, est bien régulé. Les postes CVC, chauffage, ventilation, climatisation, représentent entre 30 et 60% des consommations énergétiques d'un bâtiment. Et donc, on s'est rendu compte, certaines collectivités ont déployé des capteurs dans chacune des pièces de leurs établissements. C'est le cas, par exemple, de la ville de Lorient, qu'on a accompagné. Et donc, du coup, au-delà de ces aspects CO2 et réglementaires, on a pu leur faire une analyse extrêmement fine des températures par pièce et établissement, à l'échelle de 60 établissements sur la collectivité, et afin de déterminer si la consigne, cette fameuse recommandation de 19 degrés, était bien respectée, si elle était bien respectée à l'heure d'arrivée des élèves, ou s'ils avaient trop froid, trop chaud. Si on avait des mises en place de réduits, donc hors occupation, est-ce qu'on va se mettre à 16 degrés 1 degré, c'est 7% d'économie d'énergie d'après l'ADEME, donc ça fait des gros sujets. Si on se mettait en mode hors gel quand il y avait plus de 3 jours d'occupation, de détecter des fuites également, puisque l'hygrométrie le permet. Et le premier retour qu'on a eu après une première période de chauffe sur la base de cette analyse, c'est 28% d'économie d'énergie à l'échelle de la ville, jusqu'à 40% d'économie d'énergie dans les gymnases. Donc c'est un foyer de bonne gestion, de réduction des coûts d'exploitation et de maintenance pour les collectivités, pour les exploitants de bâtiments tertiaires. Et ensuite, on a quelques recommandations, points d'attention. Ces capteurs doivent pouvoir être interopérables, interconnectés, et donc du coup, à terme, alimenter des automates GTB, GTC, puisque la réglementation française, sur la base de la directive européenne qu'on a mentionnée tout à l'heure, EPBD, prévoit une régulation, une automatisation des fonctionnements du bâtiment, et notamment sur les lots chauffage, ventilation, climatisation. Donc ces capteurs ne permettent pas forcément ou pas tout le temps une action directe. Via les GTB, c'est possible, mais au moins dans un premier temps de le détecter et de se mettre en ordre de bataille afin de pouvoir respecter les obligations et les réductions drastiques qui vont être demandées réglementairement pour les consommations énergétiques des bâtiments. Voilà, et pour finir et pour conclure, un dernier petit mot, j'ai aussi la casquette de FIMEA Île-de-France, donc du coup, qui regroupe toutes les entreprises qui travaillent sur la qualité de l'air. À ce sujet, du coup, on a 4 entreprises qui ont bien voulu être présentes ce soir, qui interviennent directement sur le décret QAI notamment, qui ont été d'ailleurs sélectionnées spécifiquement pour ça et qui seront ravis de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie.